Bienvenue dans la suite des aventures de la croisade de la comète, du 4e livre de la série des Éophores, les sorts du roi fou. Ici on va suivre les Éophores qui sont partis d'Amerul Aksha en direction de l'est du Vastaride, qui est l'une des régions situées le plus au centre d'Akshi, le royaume du feu. Pour rappel, la campagne était à la base partie sous le commandement de la première maréchale Talia Vedra, la lionne du Vastaride. Très tôt dans le voyage, la croisade a dû repousser une Wag Uruk. Grâce à leur tactique et à un certain nombre de pertes, ils ont pu remporter leur première victoire. Peu de temps après, des messagers sont venus rapporter des nouvelles d'Amerul. Les hordes cannibales du dieu du sang Khorne ont profité de la diminution des défenses de la cité qui était partie avec la croisade pour l'assiéger, ce qui a forcé Talia Vedra à y retourner en renfort avec 1/5 de la croisade. Le commandement a été laissé à son second, le maréchal Malkorn, dont l'autorité a fortement été diminuée au fur et à mesure du voyage par la pontifex du culte de la roue, Zenestra. Le maréchal a par la suite essayé de regagner le respect de ses troupes en attaquant de front une armée de grottes et de Trogos menée par Trug, le roi Trogos. Malheureusement, il sous-estime grandement son adversaire et suite à cette défaite, une grande partie des ressources de la croisade est perdue. La horde de Trug commence alors à poursuivre la croisade. Malkorn choisit alors avec des volontaires de se sacrifier pour les ralentir. La horde finit cependant par attraper la croisade, mais fort heureusement pour eux, une alliance des loges Pirotur, Vostarg et Elofnir, menée par le roi Bael-Gремnir, se joignent à leurs forces contre Trug qui avait détruit nombre de leurs loges. Le roi Bael-Gремnir réussit à blesser mortellement le roi Trogos, mais par la suite, à l'abri des regards, la mystérieuse machine se trouvant sur son dos finit par le réanimer. Par la suite, la croisade arrive à la mer de sang de Capillaria et combat aux côtés d'Éternel de l'Orage mené par Vandus Amerend contre des serviteurs du dieu du sang. Vandus finit par les quitter pour aller continuer sa mission, mais le groupe des Serres Noires, mené par la chevalière Zephyros Nive, reste afin de les assister. Dans la suite de leur périple, ils se font attaquer par une bande d'Idones renégats désirant voler leurs âmes. Nive réussit à stopper les hostilités en capturant leur roi. Pour éviter toute représaille, un duel à mort est alors déclaré entre lui et elle. Nive l'emporte et conformément aux conditions de victoire qu'ils avaient établies, les Idones lui prêtent serment et rejoignent la croisade. Ils admettent avoir agi par désespoir à cause d'un sombre événement à venir, l'heure de la ruine. Afin de prouver leur bonne foi, ils utilisent leur magie mémorielle afin d'apaiser les esprits des membres les plus traumatisés de la croisade. Et c'est là qu'on arrive aux événements du 4e livre. Les Éophores approchent du sud de la chaîne adamantine, non loin des portes du dessous, des portes royaumes menant à Shaish, le royaume de la mort. Il s'avère que cet endroit était déjà le théâtre d'un conflit entre deux lignées vampiriques. Les Avengori, menés par Loka Vai, la mère des cauchemars, et les Castellai, menés par le prince Vordrai. Ces deux dynasties sont des ordres martiaux de chevaliers vampires. Chacune a des traditions différentes. Les Avengori cherchent à canaliser le pouvoir bestial de leur malédiction, et ce, en enclenchant volontairement une transformation partielle en Vargeist. Les Castellai voient leur engeance difforme comme une insulte envers tous les porteurs de la malédiction des Ruinam, contrairement à eux qui se considèrent les meilleurs exemples de chevalerie vampirique. Ce sont des guerriers qui cherchent constamment à perfectionner et à étendre leurs capacités martiales. Ils ont longtemps été rivaux, mais la cause de leur conflit récent a été l'extermination d'une lignée alliée aux Castellai par Loka Vai. Pour laver l'affront fait à leurs vassaux, le prince Vordrai a alors déclaré en duel la mère des cauchemars. Cependant, le prince est lié à son château, le Fort Pourpre, par une malédiction. Et ce château se téléporte spontanément chaque nuit à un endroit différent des 8 royaumes. Cependant, son chemin n'est pas complètement aléatoire. Il semble se retrouver à des endroits spécifiques à intervalles réguliers. Et notamment dans cette région proche des ruines de Garde-Braise, non loin de la porte. Très exactement tous les 107 ans, le jour même où Nagash aurait dévoré la divinité de ces terres, le dieu cendreux. Ce moment étant sur le point d'arriver, c'est là qu'a été choisi le lieu de leur affrontement. Cependant, la croisade a croisé leur route avant qu'il n'ait lieu. C'était un groupe d'éophores mené par Nive en reconnaissance, car l'un de leurs acolytes principales avait été emporté par des vents violents. Les acolytes sont un type de métallites, des îles flottantes empreints de magie géomantique, et celles-ci permettent de créer de l'eau potable, ce qui les rend vitales pour voyager dans les déserts du vaste aride d'Akshi. Les Avengori s'étaient nichés autour de l'aqualite, et lorsque le groupe de Nive les a trouvés, un affrontement a éclaté. Les Serres Noires et Lokavai échangèrent des coups, mais leur combat fut bref. La reine des Avengori eut l'ascendant pendant un instant sur Nive,
Mais c'est alors qu'une tache rouge retint son attention à l'horizon. Le destin avait voulu que le fort pourpre qu'elle attendait fasse enfin son apparition. Et rater son duel serait une marque de honte et de déshonneur qu'elle ne pouvait accepter. Elle s'en alla en direction des montagnes, non sans laisser un dernier cadeau aux Zéophores. À l'horreur générale, l'aquolite avait été souillée et corrompue. Là où des torrents d'eau pure coulaient continuellement, elle semblait maintenant saigner abondamment. La perte de la source d'eau était une catastrophe pour la croisade. Au retour des Serres Noires, il a été décrété par le chef suppléant de la croisade, Nomus Ashtar, que le compte-rendu de leur altercation se tiendrait en public. Mais cela avait tous les aspects d'un procès, et quand on voyait la roue tatouée sur son front, il n'était pas difficile de savoir qui tirait les ficelles. La faute et la responsabilité semblaient être pointées sur Nive, et cette situation commençait à mettre le feu aux poudres entre les membres du culte et les autres croisés. Les Serres Noires décidèrent alors de quitter la croisade. Le dieu roi les avait créés pour être des chasseurs, pas des gardes du corps. La croisade était maintenant en crise, il n'y aurait jamais assez d'eau pour pouvoir atteindre les côtes à l'est, où ils auraient pu éventuellement établir une cité plus tôt que prévu. Et les caravanes étaient encore plus lentes maintenant que le culte avait enlevé la majorité des roues. Les tensions avaient atteint leur paroxysme, et un groupe mené par l'officier Tungist Smold insistait pour commencer à faire demi-tour, afin de se rendre aux côtés de la maréchale Vedra ou tout simplement de rentrer à Merol. Et le désespoir commençait à emplir l'esprit des Zéophores. Par la suite, le clairon des sentinelles réveilla la croisade en pleine nuit. Une ligne approximative a été établie par les soldats épuisés. Il ne semblait pas y avoir de panique générale, mais c'était plus dû aux privations qui avaient émoussé la faculté de peur chez nombre d'entre eux. Certains semblaient même presque reconnaissants que leur peine touche à leur fin. Ils pouvaient apercevoir des lueurs de torches au loin, mais lorsqu'ils ont réalisé que les lumières s'éloignaient au lieu de s'approcher, et que certains membres de la croisade étaient absents, la situation était plus claire. Le groupe, mené par Smold, avait perdu patience et avait déserté avec une grande partie des réserves restantes d'eau de la croisade. Plusieurs autres bataillons décidèrent alors, séants, de tenter leur chance et coururent pour rejoindre les forces de Smold, avant qu'elles n'aient disparu. Certains officiers étaient si en colère qu'ils avaient ordonné aux artilleurs d'ouvrir le feu sur eux, mais ils furent arrêtés par la pontifex Zenestra. En cet instant, tout semblait vraiment complètement perdu. Cependant, Zenestra annonça qu'elle avait regardé dans les rayons de la roue du destin et qu'elle avait aperçu la voie qui conduisait à la guérison de l'aquolite. Et ce faisant, la croisade serait sauvée. Elle avait apparemment connaissance de la présence du fort pourpre non loin d'eux, et cela ne manqua pas d'inquiéter encore plus ceux qui en étaient encore capables. Cela dit, la pontifex rassura ses ouailles, car ce bastion ne se manifestait que pour une seule nuit, et fort heureusement cette nuit était depuis déjà passée. Toutefois, elle savait que le fort était attiré sur les anciens sites de pouvoir et de gloire. Si les croisés pouvaient trouver son prochain lieu d'apparition, ils auraient une ressource de puissance géomantique pour purifier l'aquolite. Cependant, le fait que Zenestra possède un savoir aussi morbide suscita la curiosité de nombreux croisés. La question était cependant secondaire, car le fait est que cela était leur dernier espoir. Pour les membres du culte, chaque parole de la pontifex n'était rien de moins qu'une parole sacrée. Parmi les membres restants de la croisade, il restait aussi de petits détachements d'Aelfes et de Dwarda, persistant pour leurs propres raisons, sans se mélanger aux autres Zéophores, même si quelques-uns d'entre eux avaient adopté la foi de la roue. Il y avait aussi quelques guerriers qui restaient fidèles par le devoir envers la maréchale Vedra de mener cette mission jusqu'à son terme. Tous étaient meurtris et sales, et leur cohésion ne tenait qu'à la lassitude et à l'engagement fanatique, de marcher dans les ténèbres uniquement pour accomplir leur tâche. Seule la pontifex Zenestra semblait être immunisée aux peines subies par la croisade. Une foi brûlante émanait d'elle, tel un fanal dans l'obscurité. Lorsqu'on le regardait, on pouvait croire sincèrement qu'il était possible de se nourrir de zèle et de foi. À un tel point que des rumeurs étranges commençaient à se propager sur le fait que les porteurs de la matriarche commençaient à être remplacés de plus en plus souvent. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que commença la dernière marche de la croisade d'Akshi, qui aurait pu être un cortège funèbre ou alors une ultime ascension vers la gloire tandis que les Zéophores approchaient des montagnes menaçantes. Nombre d'entre eux ont été emportés par la soif sur le chemin. Où ils tombaient, les bergers des âmes de Zenestra murmuraient des bénédictions avant de brûler leurs corps et récolter leurs cendres. Le voyage continua jusqu'à ce que des ruines croûtées de cendres soient aperçues sur la montagne. Une fois arrivé, il était clair que le fort pourpre était passé par là, car il y avait des traces de sang ectoplasmique congelées sur des murs écroulés depuis bien longtemps. Tout ce qui restait dans ces ruines étaient des urnes en céramique remplies de cendres étranges. Même le plus simple des Zéophores sentait une énergie vibrer dans ces lieux, et elle sentait faire luire les métallis
comme l'aqualite, et même les siphons du Nexus, qui servent à accumuler de l'énergie pour les barrières spirituelles des cités. Il y avait aussi une autre trouvaille assez surprenante. Les restes des temples semblaient avoir des motifs circulaires, et la disposition des rues créait des motifs de rayons. Tout cela était des symboles similaires à ceux du culte de la roue. Mais personne n'avait le courage ou l'énergie de porter la question à la Pontifex. D'après les anciennes cartes qu'il possédait, cette cité était les anciennes ruines de Garde-Braise. Alors qu'il continuait à explorer les ruines, un cri glaçant le sang fut entendu. Des portes de mausolées s'ouvrirent et des guerriers d'os déferlèrent tout autour d'eux. Un trio de 3 machines mortis surgit d'une basilique brisée, portée par un tapis d'esprits hurlants et orbitant les uns autour des autres en décrivant un arc sinistre. Ils n'ont pas attaqué aussitôt et ont proféré un simple avertissement. Ils ont été sommés de quitter les lieux car la cité morte où ils se trouvaient n'était pas un lieu pour les vivants. Cette cité avait jadis vénéré un dieu de la mort issu d'un sous-monde déclinant, qui pourrait être le dieu cendreux qui avait été mentionné plus tôt, mais suite à l'âge du chaos, les morts s'étaient tournés vers Nagash. La Pontifex Zenestra ne chercha même pas à dialoguer, empoigna son sceptre et lança l'attaque. Il n'y avait aucune retraite possible pour les survivants de la croisade de la comète. La destinée ou la fin les attendait. Il n'y avait pas vraiment de stratégie dans leur assaut. Des bandes de flagellants et même les non-combattants de la croisade se battaient en première ligne. Il restait quelques formations castellaines, de hommes-fer et de fusiliers, mais elles étaient maintenant beaucoup moins serrées, comme si elles avaient abandonné toute forme de défense et étaient maintenant impatientes de frapper. Ils étaient tellement assoiffés et affamés que toute forme de peur ou de préservation avait quitté leurs esprits. La mort les avait talonnés pendant des jours, à présent elle se tenait face à eux et ils pouvaient enfin lui faire tâter de l'épée. La charge des flagellants, aux lèvres gercées, écumant de bulles, avait été menée par le maréchal Ashtar, qui rugissait continuellement des anathèmes à l'ennemi. Et il continua alors même qu'un drac mort-vivant lui arracha les jambes. Le même monstre qui s'écroula un instant plus tard, quand par un sursaut de force sainte, il réussit à lui couper la tête. Les croisés avaient monté leurs canons sur les îles flottantes et ouvrirent le feu sur les machines mortis. Des incantations de sorcellerie des morts rétalièrent et firent rouiller et pourrir l'artillerie et ses servants en un clin d'œil. Les éophores qui avaient encore assez d'énergie tiraient l'aqualite vers la basilique au sommet de la cité, là où toutes les lignes d'énergie tellurique semblaient se croiser. Une fois arrivé en ce centre, Zenistra commença à invoquer un rituel. Ses bergers d'âmes étaient avec elle et chacun portait un trésor sacré. Les cendres des éophores tombées pendant la marche, collecté et consacré. Il est versé à présent sur l'aquolite sanglant en traçant des motifs runiques. La Pontifex grandissait des incantations qu'on n'avait jamais entendues dans une cathédrale d'Azir. Cela ressemblait à une oraison funèbre, aux syllabes inversées, comme pour inverser la polarité macabre de l'aquolite. Et le cercle de cendres se mit à luire. Un feu spirituel alluma le cercle de cendres avant qu'un cercle de lumière monte en flèche, avalant l'aquolite et heurtant une des machines mortis qui volait au-dessus. Et des éclairs sacrés jaillirent sur les autres machines. Et cette énergie brûla aussi les malheureux croisés qui se battaient en dessous d'eux. Les morts-vivants, privés de leur ancrage nécromantique, ont commencé à s'émietter peu à peu. Une fumée flottait autour de Zenestra alors qu'elle s'écroulait. Elle était éreintée autant qu'elle était satisfaite. On pouvait voir le symbole sacré de la roue illuminer le ciel en un amalgame d'orage et d'âme. L'aqualite avait été enfin purifiée et d'elle coulaient enfin des torrents d'eau pure. À la vue de l'eau, les yeux écarquillés, la langue tirée, les croisés fondirent sur l'aqualite dans une frénésie desséchée, dans une marée de corps crasseux qui se marchaient dessus pour faire taire leur soif. Et bien que peu y prêtèrent attention, non loin de là, la bannière Hérador de la croisade a été plantée sur les ruines, signifiant que la croisade avait revendiqué ces terres et que ce serait l'ancienne cité de Garde-Braise que leur colonie serait établie. Nous voilà donc à la fin du résumé de la croisade axienne dans le livre 4. J'espère que vous l'aurez apprécié. Moi en tout cas j'ai trouvé plutôt épique. On a des informations sur le groupe de déserteurs de Smold grâce à l'une des chroniques de Dawnbringers qui sont sur Warhammer Community. Smold était en fait le changelin de Tzeentch qui cherchait à saboter la campagne afin qu'il ne trouve pas quelque chose de mystérieux qui se trouve à l'est. Il guide le groupe des déserteurs vers une embuscade de Tsangor où ils sont tous massacrés et remplacés par des serviteurs de Tzeentch afin de rapporter de fausses informations à Amerol. En tout cas, cette histoire m'a fait me poser beaucoup de questions à propos de Zenestra. Elle semble presque vampiriser la foi de ceux qui portent son palanquin. Elle possède aussi des connaissances assez obscures pour une pontifex. Et maintenant, je me demande si Garde-Braise n'a pas toujours été son objectif, au but des symboliques religieuses par rapport au culte de la roue qui s'y trouve, qui pourrait aussi avoir un rapport avec ce fameux dieu cendreux qui est mort dans cette ère.
Au final, je pense que le squelette qu'on peut voir derrière elle est peut-être Zenestra elle-même. Peut-être que sa foi lui permet de projeter une image d'elle-même de l'autre côté du palanquin. Et elle était probablement originaire de Garde-Braise. En tout cas, maintenant, une nouvelle cité va être établie à Garde-Braise, et je me demande si ça va être une sous-faction jouable pour les cités de Sigmar. En tout cas, à la condition que la cité survive. Je serais curieux aussi de savoir comment le duel entre Lokhavaï et le prince Vordrai s'est terminé. Quoi qu'il en soit, on aura sûrement plus d'infos dans la suite, dans le 5e livre, L'ombre de la Crone, où vont apparaître entre autres Kretusa, la prêtresse de Moray Egg, et aussi Annie Vertol, le chasseur de sorcières, avec les sauveurs de Cinderfall. J'aimerais aussi faire une annonce importante, la chaîne est maintenant partenaire YouTube depuis quelques temps, et il est maintenant possible de soutenir la chaîne en la rejoignant, tout en bénéficiant de certains avantages. Quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, il y aura une vidéo qui vous expliquera les différents bonus des différents tiers d'abonnement de la chaîne. Et si jamais c'est sans engagement, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Une autre manière d'aider la chaîne, si vous le souhaitez, est d'utiliser l'un des liens affiliés partenaires qui seront dans la description. Je ne pousse bien sûr pas à la consommation, mais si vous trouvez que les vidéos de la chaîne vous ont apporté quelque chose, eh bien vous pouvez prendre quelque chose que vous voulez, parfois moins cher, et ça fait d'une pierre deux coups, en permettant aussi à la chaîne de continuer. Un grand merci d'avance à ceux qui choisiront de le faire. Je compte vraiment faire de cette activité mon métier et je remercie infiniment d'avance tous ceux qui m'aideront sur le chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.